Au cours de l'été 1973, un navire expérimental, le Glomar Explorer, très imposant avec ses 190 mètres de long et avec son physique très particulier, quitte son chantier naval de construction pour réaliser ses premiers essais en mer. Le Glomar Explorer a été conçu pour la société Hughes comme une plateforme mobile de forage pour les très grandes profondeurs. Il est présenté à l'époque par l'armateur comme un navire capable de récupérer entre autres des matériaux très précieux comme le manganèse logé dans le plancher océanique. Il fait l'objet de nombreux articles dans la presse scientifique pour relater les nouvelles possibilités industrielles qui pourraient découler de ces futures prospections, ou de la rentabilité d'un tel projet dû au coût astronomique de sa fabrication. 350 millions de dollars à l'époque, qui correspond à presque plus d'1 milliard actuel. Il part dans l'océan Pacifique courant 1974 pour sa première campagne d'exploration et de minage. Terminée l'année suivante, cette campagne ne produira aucun résultat scientifique ni aucun rapport sur la capacité du navire à mener à bien ce type d'opération. Il n'y aura plus de nouvelles campagnes et le navire sera petit à petit oublié jusqu'en 2010. À cette date, le gouvernement américain déclassifie en partie des documents secrets de la CIA et le navire apparaît dans le cadre du projet Azoria. C'est peut-être l'opération la plus coûteuse et la plus ambitieuse de la guerre froide que la CIA n'ait jamais menée. En effet, il faut remonter en 1968 pour en comprendre l'origine. Au début de cette année, la marine soviétique a perdu le contact avec le sous-marin K-129. Il s'agit d'un sous-marin de classe Golf. Déjà à cette date, c'est un sous-marin d'ancienne génération, car il est à propulsion diesel électrique, mais c'est quand même un sous-marin lanceur de missiles nucléaires. 3 sont logés dans le kiosque de ce type de navire. Ces derniers sont d'ailleurs revendus petit à petit aux Chinois, au fur et à mesure que les classes hôtels à propulsion nucléaire les remplacent. Les Américains ayant installé depuis les années 50 un système d'écoute très sophistiqué au fond des océans, le système SOSUS, ce dernier a enregistré une explosion sous-marine à 1500 nautiques d'Hawaï en mars 68. Ils font très vite le rapprochement avec le K-129. En août de la même année, l'USS Halibut, un sous-marin dédié aux opérations spéciales pour les grandes profondeurs, confirme la position et l'identification de l'épave du K-129, et à quelques 5900 mètres de profondeur, à l'endroit prévu par le système d'écoute. Les soviétiques ignorant toujours où se trouve leur bâtiment perdu, la CIA a monté une opération clandestine dans le but de récupérer l'épave du sous-marin, et ce, grâce au Glomar Explorer. Ce navire n'avait donc qu'un seul but, récupérer le K-129. Tous les détails de l'opération ne sont toujours pas déclassifiés, et il reste de nombreuses zones d'ombre. Il semble que le sous-marin s'est brisé lors de la remontée, et qu'ils n'ont récupéré que la proue du bâtiment soviétique. Mais pourquoi une telle débauche de moyens pour récupérer un vieux sous-marin diesel 6 ans après son naufrage? Pourquoi a-t-il sombré, tout simplement? De la partie récupérée, des corps de marins soviétiques ont été trouvés. Irradiés, ils ont été remis à la mer avec les honneurs dans des caissons métalliques lors d'une cérémonie filmée en 1974. Je mets le lien en fiche. Mais leur contamination radioactive est-elle une cause ou une conséquence du naufrage? Digne d'un scénario à la James Bond, l'histoire de ce sous-marin n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Le film Phantom de 2013, par exemple, aborde cette histoire d'une manière, disons, plus fantaisiste. Mais pourquoi pas? Au final, on ne sait pas grand-chose. J'espère que les questions en suspens finiront par avoir un jour leur réponse. Et si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.